L'Espagne est témoin de la croissance de l'islam suite à un tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille du début du mois de mars de cette année, le 8 mars, pour être précis, lorsque la Puerta del Sol de Madrid, cette place emblématique au cœur de l'Espagne, était baignée par la douce lueur des lampadaires et les murmures des foules du soir. À première vue, il ne s'agissait que d'une manifestation parmi tant d'autres qui sont devenues presque routinières dans le paysage politique européen de plus en plus polarisé. Mais celui-ci était différent. Organisé sous la bannière du Dia de la Dignidad Islamica, des milliers de manifestants dont beaucoup étaient des musulmans nés à Sich se sont rassemblés non pas pour exiger l'intégration, mais pour affirmer qu'un nouvel islam n'est plus une présence étrangère en Espagne. Il grandit de l'intérieur. Et cela, mes amis, est l'équivalent géopolitique d'un tremblement de terre dont nous commençons seulement à ressentir les secousses. J'ai passé la majeure partie de 3 décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et du pouvoir d'État, des Balkans au Levant, de l'Afrique du Nord à l'Europe occidentale. Et ce que j'ai vu à Madrid ce soir-là n'était pas simplement un festival culturel de plus ou une manifestation passagère. C'était la pointe visible d'un changement beaucoup plus profond et plus conséquent, un changement que le gouvernement Sich, l'Union européenne et même les États-Unis ignorent volontairement ou interprètent dangereusement mal. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Espagne n'est pas seulement une question d'immigration. Il s'agit de la reconfiguration lente et délibérée de l'identité d'une nation, de son système juridique et de ses loyautés géopolitiques. Et si nous ne comprenons pas les forces en jeu ici, nous nous réveillerons un jour pour découvrir que la carte de l'Europe a changé d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Commençons maintenant par le récit officiel, celui que vous entendrez de Bruxelles, de Madrid, dans les pages d'El País ou du Guardian. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe occidentale, a connu une augmentation de sa population musulmane au cours des dernières décennies, principalement en raison de l'immigration en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, les musulmans représentent désormais environ 4,4% de la population du pays, soit environ 2,1 millions de personnes. Le gouvernement vous dira qu'il s'agit d'un changement démographique gérable, que la longue histoire de convivencia de l'Espagne, coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs au cours de la période médiévale, prouve que l'intégration est possible. Il souligne que l'Espagne a l'un des taux de radicalisation islamiste les plus bas d'Europe, avec seulement une poignée d'individus impliqués dans des complots djihadistes au cours de la dernière décennie. Il cite l'accord de coopération de 1992 entre l'État Sich et les organisations islamiques, qui accorde aux musulmans le droit à la nourriture halal dans les institutions publiques, à l'enseignement religieux islamique dans les écoles et même à la construction de mosquées avec des fonds publics. Tout cela, vous l'assureront, est la preuve d'une Espagne prospère et multiculturelle. Mais voici le problème. Il repose sur une base de demi-vérité, de vœux pieux et d'un refus délibéré de faire face aux changements structurels plus profonds qui se produisent sous la surface. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Tout d'abord, les chiffres. Le chiffre officiel de 2,1 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur l'auto-identification dans les données des recensements, et dans un pays où l'islam est encore considéré avec méfiance par beaucoup, tout le monde n'est pas désireux de déclarer sa foi. Plus important encore, cela ne tient pas compte du taux de croissance. La population musulmane d'Espagne a augmenté de près de 40% au cours de la seule dernière décennie, en raison non seulement de l'immigration mais aussi du taux de natalité. Le taux de fécondité des femmes musulmanes en Espagne est de 2,3 enfants par femme, soit près du double de la moyenne nationale de 1,2. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, les enclaves de Sich en Afrique du Nord, les musulmans constituent déjà la majorité de la population. En Catalogne, ce chiffre approche les 10%. Et dans les quartiers populaires de Barcelone et de Madrid, des quartiers entiers deviennent de facto des zones à majorité musulmane. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la démographie. Et la démographie, comme l'a un jour observé le grand historien Arnold Toynbee, est le destin. Mais c'est ici que cela devient intéressant. La croissance de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question d'institutionnalisation. Au cours des 2 dernières décennies, l'Espagne a discrètement cédé un terrain important aux organisations islamiques ayant des liens profonds avec des puissances étrangères, en particulier le Maroc, la Turquie, dans une moindre mesure, l'Arabie saoudite.
L'accord de coopération de 1992 dont j'ai parlé plus tôt? Il n'a pas été négocié avec les communautés musulmanes siches de base, mais avec la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica et l'Unión de Comunidad Islámica de España, toutes deux fortement influencées par le gouvernement marocain. Le Maroc, pour ceux qui ne suivent pas de près la géopolitique de l'Afrique du Nord, a passé le siècle dernier engagé dans une campagne discrète mais incessante pour réaffirmer son influence sur les populations musulmanes d'Espagne, en particulier dans les régions du sud de l'Andalousie, qui faisait autrefois partie du royaume mort d'Al-Andalus. L'État marocain finance des mosquées, rémunère des imams et fournit même des manuels pour l'enseignement religieux islamique dans les écoles siches. Et pourquoi? Parce que le Maroc considère la population musulmane d'Espagne comme un atout stratégique, une cinquième colonne, si vous préférez, qui peut être exploitée pour faire avancer ses revendications territoriales sur Ceuta et Melilla, ainsi que ses ambitions plus larges en Méditerranée occidentale. Et puis il y a la Turquie. Sous Recep Tayyip Erdogan, Ankara a mené une politique délibérée d'exportation de son islam politique vers la diaspora musulmane d'Europe. La Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, a établi un réseau de mosquées et de centres culturels dans toute l'Espagne, notamment en Catalogne et au Pays basque. Ces institutions ne se contentent pas de prêcher la religion, ils promeuvent une vision spécifique du nationalisme turc, une vision qui considère les musulmans d'Europe comme faisant partie d'une oumma transnationale fidèle avant tout à Ankara. Et voici que beaucoup de ces imams ne sont pas des citoyens de Siche. Ce sont des fonctionnaires turcs envoyés par le gouvernement d'Erdogan pour façonner les opinions religieuses et politiques de la population musulmane espagnole. En 2020, le gouvernement siche a discrètement expulsé plusieurs imams turcs pour activités incompatibles avec la sécurité nationale. Mais le réseau reste intact. Et n'oublions pas l'Arabie saoudite. Même si l'influence de Riyad en Espagne a diminué ces dernières années en partie grâce à l'abandon du wahhabisme par le gouvernement saoudien sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salman, son héritage persiste. Pendant des décennies, l'argent saoudien a afflué en Espagne, finançant la construction de mosquées et de centres culturels islamiques. Beaucoup de ces institutions ont été construites dans les années 1980 et 1990, lorsque l'Arabie saoudite était engagée dans une campagne mondiale visant à diffuser son interprétation ultra-conservatrice de l'islam. Le résultat? Une génération de musulmans siches qui ont été élevés avec un régime de littérature salafiste, dont une grande partie est importée directement du Golfe. Aujourd'hui, même si le gouvernement saoudien est peut-être moins actif en Espagne, l'infrastructure idéologique qu'il a bâtie demeure. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors? L'Espagne a toujours été un pays aux influences diverses. Quel est le problème si quelques mosquées sont construites? Et à première vue, c'est une bonne question. Mais voici que l'islam en Espagne n'est pas simplement une autre religion. C'est une force civilisationnelle, avec une histoire de 700 ans dans la péninsule ibérique, une histoire qui inclut la conquête, la coexistence, finalement, l'expulsion. La Reconquista, la campagne menée pendant des siècles par les royaumes chrétiens pour reprendre l'Espagne à la domination musulmane, n'était pas seulement un conflit militaire. C'était une réaffirmation culturelle et religieuse de l'identité chrétienne. Et l'expulsion des Morisques en 1609 ne visait pas seulement à éliminer une minorité religieuse. Il s'agissait de faire en sorte que l'Espagne reste, selon les mots du roi Philippe III, une terre de chrétiens et non de morts. Cette histoire est importante car elle explique pourquoi la croissance de l'islam en Espagne aujourd'hui est si sensible sur le plan géopolitique. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question d'identité. Et dans un pays où l'identité nationale est encore profondément liée au catholicisme, où la Constitution déclare l'Espagne, nation catholique, où le roi prête serment devant la Vierge de l'Almudena, où le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est un symbole national, toute remise en question de cette identité est intrinsèquement politique. L'État siche, qu'il l'admette ou non, est engagé dans une lutte discrète mais existentielle pour définir ce qu'est l'Espagne au XXIe siècle. Et la population musulmane, avec son nombre croissant et sa présence institutionnelle, impose cette question comme aucun autre groupe minoritaire ne le peut. Mais c'est ici que les enjeux géopolitiques deviennent encore plus importants. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas qu'une simple histoire de siche. C'est une histoire européenne. Et c'est une histoire que les grandes puissances, les États-Unis, la Russie et la Chine suivent de très près. Laissez-moi vous expliquer.
Au cours des 70 dernières années, l'Europe a été la pierre angulaire de l'ordre international libéral dirigé par les États-Unis. L'OTAN, l'UE, l'Alliance transatlantique, ces institutions ont été conçues pour garantir que l'Europe reste fermement dans la sphère d'influence occidentale. Mais cet ordre est désormais soumis à des tensions sans précédent. La montée des mouvements populistes, le référendum sur le Brexit, l'influence croissante des puissances non occidentales dans les affaires européennes, toutes ces tendances indiquent que le continent n'est plus aussi uni ni aussi aligné sur Washington qu'il l'était autrefois. Et c'est dans ce vide que sont entrées la Russie et la Chine, chacune avec sa propre stratégie pour affaiblir l'alliance transatlantique et remodeler l'orientation géopolitique de l'Europe. La Russie, pour sa part, considère depuis longtemps les populations musulmanes d'Europe comme un levier d'influence potentiel. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique courtisait activement les mouvements de gauche et anticoloniaux du monde musulman, les considérant comme des alliés naturels contre l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, l'approche de Moscou est plus subtile mais non moins stratégique. Le Kremlin a cultivé des liens avec des organisations islamiques à travers l'Europe, en particulier celles qui promeuvent un récit de victimisation musulmane et de résistance au libéralisme occidental. En Espagne, les médias d'État russes RT et Sputnik ont largement couvert les protestations et les griefs des musulmans, amplifiant ainsi le message selon lequel l'islam est assiégé en Europe. Et même s'il n'existe aucune preuve d'un financement direct par la Russie des groupes musulmans sikhs, la stratégie plus large du Kremlin consiste à exacerber les divisions internes de l'Europe, à affaiblir sa cohésion et à créer des opportunités d'influence russe. Ensuite, il y a la Chine. L'intérêt de Pékin pour la population musulmane espagnole est plus économique qu'idéologique, mais non moins significatif. La Chine n'a pas caché son ambition d'intégrer l'Europe dans son initiative, la ceinture et la route, et l'Espagne avec sa situation stratégique au carrefour de la Méditerranée et de l'Atlantique est un nœud clé de ce plan. Mais la Chine considère également les communautés musulmanes d'Europe comme un marché potentiel pour sa nourriture halal, sa finance islamique et ses produits culturels. En 2019, le gouvernement chinois a organisé une « Halal Expo » à Madrid, réunissant des entrepreneurs musulmans sikhs et des investisseurs chinois. Le message était le suivant: la Chine est ouverte aux affaires avec les musulmans d'Europe et est prête à offrir une alternative au modèle libéral occidental. Et c'est là qu'interviennent les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a tenu la stabilité de l'Europe pour acquise. Mais alors que le continent est aux prises avec la montée des politiques islamistes, l'érosion des identités nationales et l'influence croissante des puissances étrangères, les États-Unis prennent conscience du fait que l'Europe ne restera peut-être pas éternellement un allié fiable. Le problème ? La réponse américaine a été terriblement inadéquate. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes de la crise d'identité européenne, stagnation économique, déclin démographique, échec du multiculturalisme, Washington a redoublé d'efforts pour mettre en place une stratégie d'endiguement et de confrontation. Action de l'OTAN, sanctions contre la Russie, pression sur la Chine, ce sont autant d'outils d'une politique étrangère qui suppose que l'Europe suivra toujours l'exemple de l'Amérique. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? Et si, en 20 ans, la population musulmane d'Espagne atteignait 10 ou 15% de la population totale ? Et si, dans des régions clés comme la Catalogne ou l'Andalousie, les musulmans devenaient un bloc électoral décisif, capable de faire basculer les élections ? Et si, en réponse à ce changement, la classe politique espagnole commençait à réorienter sa politique étrangère, en recherchant des liens plus étroits avec le Maroc, la Turquie ou même la Chine, au détriment de son alliance traditionnelle avec les États-Unis ? Ce ne sont pas des hypothèses. Ce sont des scénarios plausibles, et ils devraient empêcher les stratèges américains de dormir la nuit. Mais les implications militaires et stratégiques sont encore plus profondes. L'Espagne abrite deux des bases militaires les plus critiques de l'OTAN, la base navale de Rota, qui héberge les destroyers américains de défense antimissiles Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Ces bases sont vitales pour la capacité de Washington à projeter sa puissance en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Sahel, une région devenue un champ de bataille dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Mais que se passera-t-il si la politique intérieure espagnole évolue d'une manière qui rend l'accueil de ces bases politiquement intenable ? Que se passerait-il si un futur gouvernement sikh, sous la pression de sa population musulmane, commençait à remettre en question la présence américaine sur son sol ?
Nous avons déjà vu ce film. En 2003, José María Aznar, alors Premier ministre espagnol, a soutenu l'invasion américaine de l'Irak, mais a vu son gouvernement s'effondrer face à une opposition massive de l'opinion publique. Le gouvernement socialiste ultérieur de José Luis Rodríguez Zapatero a retiré les troupes siches d'Irak et a adopté une approche plus conciliante envers le monde musulman. Ce changement a eu de réelles conséquences sur la stratégie américaine au Moyen-Orient. Et si la population musulmane d'Espagne continue de croître, nous pourrions assister à une répétition de cette dynamique, mais à une échelle bien plus grande. Parlons maintenant de la dimension politique intérieure, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le paysage politique espagnol est déjà profondément fracturé. Le système bipartite traditionnel du Partido Popular et du Partido Socialista Obrero espagnol a cédé la place à un parlement fragmenté où les partis régionaux, les mouvements d'extrême gauche comme Podemos et les groupes d'extrême droite comme Vox se disputent l'influence. À ce mélange déjà volatile s'ajoute aujourd'hui la montée de l'activisme politique musulman. En 2021, l'Espagne a vu la formation de ses premiers Juntos por el Futuro politiques explicitement musulmans. Bien que le parti n'ait pas encore obtenu un soutien électoral significatif, sa simple existence est un signe des choses à venir. En Catalogne, les électeurs musulmans sont déjà devenus un groupe clé du mouvement indépendantiste, certains dirigeants catalans courtisant ouvertement le soutien des musulmans en échange de promesses d'une plus grande autonomie pour les institutions islamiques. Et dans des villes comme Barcelone et Madrid, les politiciens locaux adaptent de plus en plus leur politique pour attirer les électeurs musulmans, que ce soit en finançant la construction de mosquées, en élargissant les options alimentaires halal dans les écoles ou même en envisageant l'introduction de la finance islamique. Mais plus la classe politique espagnole accueille les revendications musulmanes, plus elle risque de s'aliéner la majorité non musulmane du pays. Et cela, à son tour, crée une ouverture pour l'extrême droite. Vox, le parti politique espagnol qui connaît la croissance la plus rapide, a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme. Ses dirigeants mettent régulièrement en garde contre un grand remplacement de la culture siche par l'islam, et ils ont appelé à l'interdiction de la construction de nouvelles mosquées. Plus Vox se développe, plus il exerce une pression sur les partis dominants pour qu'ils adoptent une ligne plus dure à l'égard de l'islam. Et plus les grands partis résistent, plus ils risquent de perdre des électeurs au profit de Vox. Il s'agit de la dynamique classique du pluralisme polarisé, un système politique dans lequel le centre s'effondre et les extrêmes des deux côtés se renforcent. Et en Espagne, cette dynamique est renforcée par la montée de l'islam en tant que force politique. Le résultat ? Un pays de plus en plus divisé selon des clivages religieux et culturels, sans voie claire vers la réconciliation. Alors, où tout cela mène-t-il ? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles, chacun comportant son propre ensemble de risques et de conséquences. Scénario: le modèle multiculturel, d'où dans ce scénario, l'Espagne continue sur sa trajectoire actuelle, avec le gouvernement et les partis dominants cherchant à accueillir la population musulmane croissante en combinant reconnaissance juridique, financement public et gestes symboliques. Les mosquées sont construites avec le soutien de l'État, l'enseignement religieux islamique est dispensé dans les écoles et les organisations politiques musulmanes sont intégrées au processus démocratique. Au fil du temps, l'Espagne devient de facto une société multiculturelle, avec l'islam comme l'une de ses religions reconnues, aux côtés du catholicisme, du protestantisme et du judaïsme. L'avantage ? Ce scénario évite le type de réaction violente que nous avons constaté dans d'autres pays européens, comme la France ou les Pays-Bas. L'Espagne reste une société stable et démocratique, et sa population musulmane devient un pont vers le monde islamique au sens large, renforçant ainsi l'influence de l'Espagne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'inconvénient ? L'identité nationale espagnole se dilue de plus en plus. L'Église catholique, longtemps pilier de la culture siche, voit son influence décliner. Les tensions régionales notamment en Catalogne et au Pays basque sont exacerbées à mesure que les électeurs musulmans deviennent une circonscription clé pour les mouvements séparatistes. Et au fil du temps, la politique étrangère de l'Espagne commence à changer, Madrid cherchant à resserrer ses liens avec le Maroc, la Turquie et même la Chine, au détriment de son alliance traditionnelle avec les États-Unis. Scénario: le contre-coup, c'est le scénario qui m'empêche de dormir la nuit. Dans cette version des événements, la croissance de l'islam en Espagne déclenche une puissante réaction de la part de la majorité non musulmane du pays.
Les partis d'extrême droite comme Vox gagnent du terrain, faisant pression en faveur de politiques restreignant les pratiques islamiques, interdiction du hijab dans les espaces publics, limitation de la construction de mosquées, voire expulsion des imams radicaux. Les partis traditionnels, craignant des pertes électorales, adoptent certaines de ces mesures, conduisant à un cycle d'escalade. Les communautés musulmanes, se sentant de plus en plus marginalisées, se replient sur elles-mêmes et certains segments se radicalisent. Des violences sporadiques éclatent, attaques de mosquées, contre-attaques de groupes islamistes et atmosphère générale de méfiance et de peur. Le résultat ? L'Espagne devient un champ de bataille dans le conflit plus large entre l'islam et l'Occident. Le tissu social du pays s'effiloche, son économie souffre et son orientation géopolitique devient imprévisible. Les États-Unis et l'OTAN se retrouvent entraînés sur un nouveau front dans la guerre contre le terrorisme, tandis que la Russie et la Chine exploitent le chaos pour étendre leur influence. Scénario: la copropriété turco-marocaine. Il s'agit du scénario le plus explosif sur le plan géopolitique. Dans cette version des événements, la population musulmane espagnole devient si nombreuse et si organisée politiquement qu'elle commence à agir comme un mandataire pour les puissances étrangères, en particulier le Maroc et la Turquie. Ces pays, voyant une opportunité d'étendre leur influence en Europe, commencent à exercer un contrôle direct sur les institutions islamiques espagnoles. Les imams marocains et turcs, financés et formés par leurs gouvernements respectifs, dominent le paysage religieux. Les partis politiques islamiques, soutenus par des fonds étrangers, émergent dans la politique de Sich, poussant des agendas qui s'alignent sur Rabat et Ankara plutôt que sur Madrid. L'exemple le plus frappant de cette dynamique s'est produit en 2022, lorsque le gouvernement marocain a effectivement utilisé la migration comme une arme pour faire pression sur l'Espagne afin qu'elle revienne sur sa position vieille de plusieurs décennies sur le Sahara occidental. Des milliers de migrants, dont beaucoup de ressortissants marocains, ont été soudainement autorisés à traverser la frontière vers Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, submergeant les défenses frontalières en quelques jours. Le message était que le Maroc pouvait ouvrir ou fermer le robinet à volonté, et la population musulmane d'Espagne, concentrée dans des villes comme Barcelone et Madrid, était à la fois l'instrument et la justification de cet effet de levier. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une crise ponctuelle. Il s'agissait d'un aperçu de la manière dont les changements démographiques peuvent être exploités comme outil de gouvernance. Le Maroc a passé des décennies à cultiver des liens avec sa diaspora en Espagne, en finançant des centres culturels, des mosquées et même des groupes de pression politique. La décision du gouvernement marocain en 2014 d'accorder la citoyenneté aux enfants de ces émigrés, quel que soit leur lieu de naissance, n'était pas qu'un acte de générosité. Il s'agissait d'un investissement à long terme dans le soft power, garantissant que même les Marocains de la troisième génération en Espagne conserveraient un sentiment de loyauté envers le royaume. Et ça marche. En 2023, une enquête du groupe de réflexion Sichreal Instituto Elcano a révélé que 68% des résidents d'origine marocaine en Espagne s'identifiaient davantage au Maroc qu'à l'Espagne, même après des décennies de vie dans le pays. Ce n'est pas seulement une curiosité culturelle, c'est une vulnérabilité géopolitique. La Turquie, quant à elle, a adopté une approche différente mais tout aussi efficace. Sous Erdogan, Ankara s'est positionné comme le leader mondial de l'islam politique, et la communauté musulmane d'Espagne est devenue un champ de bataille clé dans cette lutte. La direction turque des affaires religieuses, ou Diyanet, a étendu de manière agressive sa présence en Espagne, en finançant des mosquées, en formant des imams et même en gérant des écoles de langue turque. L'objectif n'est pas seulement une influence religieuse, il est idéologique. Les imams de la Diyanet ne se contentent pas de prêcher l'islam, ils prêchent une version de l'islam qui s'aligne sur la vision d'Erdogan d'une sphère d'influence ottomane résurgente. Et ils gagnent des convertis. En 2021, l'agence de renseignement de Sich, CNI, a averti que les mosquées financées par la Turquie étaient en train de devenir des centres d'activisme politique, certains imams plaidant ouvertement en faveur d'un programme plus islamiste dans la politique de Sich. Le rapport a été enterré, bien sûr, personne à Bruxelles ou à Washington ne veut reconnaître que la deuxième plus grande armée de l'OTAN mine activement un autre État membre de l'intérieur. Voilà pourquoi l'Espagne est déjà prise dans une guerre par procuration, sans même s'en rendre compte. Le Maroc et la Turquie ne se disputent pas seulement l'influence, ils se disputent également le contrôle de l'avenir de l'Espagne.
Et plus la population musulmane espagnole augmente, plus ces pays auront de l'influence. Imaginez un instant un scénario dans lequel un gouvernement sige confronté à la pression de ses propres électeurs musulmans et de ses clients étrangers décide de reconnaître le Sahara occidental comme territoire marocain. Ou encore lorsque la Turquie, usant de son influence sur les institutions islamiques espagnoles, pousse Madrid à bloquer les opérations de l'OTAN en Méditerranée orientale. Ce ne sont pas des hypothèses. C'est la fin logique des tendances que nous observons déjà. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'Alliance transatlantique au sens large. L'Espagne est depuis longtemps un nœud critique du flanc sud de l'OTAN, abritant des bases militaires américaines comme Rota et Morón, qui servent de centre d'opération avancé pour tout, de la lutte contre le terrorisme à la défense antimissile. Si la politique étrangère de l'Espagne commence à dériver, si elle commence à parier sur le Maroc, la Turquie ou même la Chine, cela créera un trou béant dans les défenses sud de l'OTAN. Les États-Unis ont déjà vu ce phénomène se produire en Turquie, où le pivotement des Erdogan vers la Russie et la Chine a contraint Washington à se démener pour trouver des alternatives. Imaginez maintenant que la même dynamique se déroule en Espagne, mais avec la complication supplémentaire d'une importante population musulmane rétive qui pourrait être mobilisée contre les intérêts de l'OTAN. Les implications militaires sont encore plus alarmantes. Les forces armées espagnoles sont déjà à bout de souffle, avec des effectifs de recrutement en chute libre et un moral au plus bas historique. La dernière chose dont ils ont besoin est d'une crise de sécurité intérieure qui les oblige à détourner des ressources des menaces extérieures contre la stabilité interne. Mais c'est exactement ce qui s'en vient. Si la population musulmane d'Espagne continue de croître et si une partie de celle-ci se radicalise, nous pourrions assister à un retour au type de conflit de faible intensité qui a ravagé l'Europe dans les années 2010. Mais cette fois, la menace ne sera pas uniquement constituée d'attaques de loups solitaires ou de petites cellules. Il peut s'agir de quartiers entiers, voire de villes, où le contrôle de l'État est, dans le meilleur des cas, ténu. Et si cela se produit, l'armée espagnole sera prise entre deux impossibles, soit sévir contre ses propres citoyens, risquant une véritable insurrection, soit rester en retrait et regarder les puissances étrangères combler le vide. Le scénario le plus dangereux, cependant, est celui où l'instabilité de l'Espagne devient un vecteur d'un conflit régional plus large. La Russie a déjà montré sa volonté d'exploiter les griefs des musulmans en Europe, depuis son soutien aux séparatistes tchétchènes dans les années 2000 jusqu'à ses efforts plus récents visant à radicaliser les communautés musulmanes dans les Balkans. Si la population musulmane d'Espagne devient un point chaud, Moscou tentera certainement d'en faire un sujet de discorde, en finançant des groupes d'extrême droite pour attiser le sentiment anti-musulman d'un côté, tout en soutenant les factions islamistes de l'autre. Le but ne serait pas de gagner. Cela reviendrait à créer le chaos, à affaiblir l'OTAN et à détourner l'Occident des propres ambitions de la Russie en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. La Chine a également un intérêt dans ce jeu. Pékin a passé des années à cultiver ses liens avec le Maroc et la Turquie, les considérant comme des partenaires clés de son initiative La Ceinture et la Route. Si la population musulmane d'Espagne devient un outil d'influence marocaine et turque, la Chine sera là, proposant des investissements, des accords d'infrastructure et un soutien politique en échange de l'accès aux ports espagnols, à son secteur énergétique et à son emplacement stratégique. Les Chinois ont déjà fait des percées dans le secteur espagnol des énergies renouvelables et ils en veulent davantage. Une Espagne distraite par des divisions internes est une Espagne prête à être exploitée. Alors, où cela nous mène-t-il ? Le discours de l'establishment tant à Madrid qu'à Bruxelles est que la population musulmane d'Espagne est un problème gérable, une question d'intégration et de cohésion sociale. Mais c'est une simplification excessive et dangereuse. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement démographique. Il s'agit d'un séisme géopolitique qui pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée et au-delà. La question n'est pas de savoir si la population musulmane d'Espagne va changer le pays. C'est déjà le cas. La question est de savoir si l'Espagne et l'Occident prendront conscience des implications avant qu'il ne soit trop tard. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole a passé la dernière décennie à traverser cette crise en somnambule, la traitant comme une simple question culturelle ou sociale plutôt que comme un défi stratégique. L'establishment madrilène, que ce soit dans les couloirs de la Moncloa ou dans les couloirs du PSOE et du PP, s'est accroché à la même vieille intégration qui fonctionne, l'extrémisme est contenu et la population musulmane n'est qu'une autre communauté immigrée qui finira par s'assimiler.
Mais les chiffres racontent une autre histoire, et les conséquences politiques se manifestent déjà d'une manière qui devrait alarmer quiconque y prête attention. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne est passée d'environ 300 000 personnes en 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, selon l'Observatorio Andalusi, la source la plus fiable sur le sujet. Cela représente près de 5% de la population, et dans des villes comme Barcelone, Ceuta et Melilla, ce chiffre est plus proche de 20%. Pourtant, malgré cette croissance rapide, les partis politiques espagnols n'ont pas réussi à développer une stratégie d'engagement cohérente. La gauche, dirigée par le PSOE de Pedro Sánchez, a opté pour une combinaison de platitudes multiculturelles et de politiques clientélistes, traitant les communautés musulmanes comme un bloc électoral à courtiser par des gestes symboliques comme la loi de 2022 reconnaissant les fêtes islamiques dans certaines régions plutôt que comme une force démographique dotée de sa propre agence politique. La droite, quant à elle, oscille entre une hostilité pure et simple et un opportunisme cynique. Vox, le parti d'extrême droite qui détient désormais 52 sièges au Congrès, a fait de la rhétorique anti-musulmane la pierre angulaire de son programme, présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité siche. Mais même le parti dominant du PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a flirté avec cette rhétorique lorsque cela lui convenait, en particulier à l'approche des élections de 2023, lorsqu'il s'est présenté avec un programme de répression de l'immigration illégale et de l'islam radical. Voici le problème inconfortable, aucune des deux approches n'est durable. Le refus de la gauche de reconnaître les dimensions géopolitiques de la population musulmane espagnole, ses liens avec le Maroc, la Turquie et le monde islamique dans son ensemble l'a rendu aveugle à la manière dont les acteurs étrangers façonnent déjà la politique de siège de l'intérieur. La diabolisation de l'islam par la droite risque en revanche de pousser les musulmans modérés dans les bras de factions plus radicales, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Et les deux partis sont coupables des mêmes principes fondamentaux en traitant cette question comme une question nationale, alors qu'en réalité il s'agit d'une question transnationale. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les deux enclaves de Siche situées sur la côte nord-africaine. Ces villes sont le point de départ de la collision entre la souveraineté siche et l'irrédentisme marocain. Le Maroc revendique depuis longtemps les deux territoires, et sa stratégie de pression sur l'Espagne a évolué de menaces militaires directes dans les années 1980 à une approche démographique plus subtile aujourd'hui. En encourageant la migration depuis l'Afrique subsaharienne à travers son territoire, le Maroc a effectivement fait de Ceuta et Melilla des villes à majorité musulmane. La crise frontalière de 2021, lorsque 10 000 migrants ont pris d'assaut la barrière en une seule journée, n'était pas un événement spontané. Il s'agissait d'une décision calculée de la part de Rabat pour rappeler à Madrid son influence. Et ça a marché. Le gouvernement Sánchez, déjà affaibli par des divisions internes, a été contraint de faire des concessions, notamment un changement controversé de sa position sur le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, l'autre partenaire clé de l'Espagne en Afrique du Nord, et a laissé Madrid isolé diplomatiquement. C'est ce qui arrive lorsque l'on ignore les dimensions géopolitiques du changement démographique. La classe politique espagnole partait du principe que les populations musulmanes de Ceuta et Melilla resteraient passives et que la pression du Maroc se limiterait à des postures diplomatiques. Mais le Maroc a joué le long jeu et il gagne. La même dynamique se joue en Espagne continentale, quoique plus lentement. En Catalogne, par exemple, le vote musulman est devenu un facteur clé dans les élections locales, avec des partis comme Junts per Catalunya et ERC en compétition pour son soutien. En 2019, le gouvernement catalan a même nommé un conseiller musulman au sein de son département de l'immigration, une décision présentée comme progressiste mais qui reflète en réalité l'influence croissante des organisations islamiques ayant des liens avec la Turquie et le Qatar. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que la population musulmane d'Espagne est un monolithe ou qu'elle est intrinsèquement déloyale. La grande majorité des musulmans siches sont des citoyens respectueux des lois qui veulent les mêmes choses que n'importe quel autre siar, la sécurité, des opportunités et une voie dans l'avenir de leur pays. Mais le problème est que le système politique espagnol est mal équipé pour faire face aux complexités de cette nouvelle réalité. Les structures des partis du pays sont toujours construites autour du vieux clivage gauche-droite, avec peu de place pour le type d'alliance transversale qui pourrait combler le fossé entre les communautés musulmanes et la société dans son ensemble. Et les médias, pour leur part, n'ont pas fait grand-chose pour susciter un débat nuancé.
Au lieu de cela, soit ils ont complètement ignoré la question, soit ils en ont fait du sensationnalisme, réduisant un défi géopolitique complexe à une série de gros titres sur la radicalisation et les sociétés parallèles. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est que la classe politique espagnole continue de se débrouiller, alternant entre déni et CIC, à mesure que la situation se détériore. La gauche redoublera d'efforts dans son approche multiculturelle, espérant que le temps et la bonne volonté résoudront le problème. La droite va intensifier sa rhétorique, en poussant à des contrôles d'immigration plus stricts et à une répression plus sévère contre les organisations islamiques. Et au milieu, la population musulmane continuera de croître, son influence politique s'étendant d'une manière qu'aucune des deux parties n'est prête à gérer. Mais il existe une possibilité plus sombre, celle qui m'empêche de dormir la nuit. Si le système politique espagnol ne parvient pas à s'adapter, si les dirigeants du pays continuent de traiter cette question comme une question sociale plutôt que stratégique, alors nous pourrions assister à une rupture de la cohésion sociale qui va bien au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Imaginez un scénario dans lequel une attaque terroriste majeure réelle ou fabriquée déclenche une vague de violence anti-musulmane, ou un gouvernement régional, sous la pression de ses électeurs musulmans, commence à affirmer un degré d'autonomie qui défie l'autorité de Madrid. L'État de Sich n'est pas aussi fragile que certains de ses voisins, mais il n'est pas non plus invulnérable. La crise de l'indépendance catalane de 2017 a prouvé que même une démocratie riche et stable peut être poussée au bord des divisions internes. Et c'est avant même de considérer les acteurs étrangers qui attendent dans les coulisses. La Russie, comme je l'ai mentionné plus tôt, exploite depuis longtemps les tensions ethniques et religieuses en Europe. Si la population musulmane d'Espagne devient un point chaud, Moscou tentera certainement d'attiser les flammes, en utilisant son réseau de mandataires d'extrême droite et de sympathisants islamistes pour creuser le fossé. La Chine y verra également une opportunité. Pékin a déjà investi massivement dans les ports et les infrastructures énergétiques espagnoles, et il n'est pas difficile d'imaginer un scénario dans lequel il offrirait un soutien financier à un gouvernement siche en échange de concessions sur des questions comme Taïwan ou les droits de l'homme. Les Marocains continueront bien entendu à jouer leur propre jeu, en utilisant la pression migratoire et économique pour arracher des concessions à Madrid. Et la Turquie, avec ses liens profonds avec les communautés musulmanes d'Espagne, sera là, se proposant comme médiateur ou comme mécène, selon l'évolution de la situation. La question est de savoir si les dirigeants espagnols prendront conscience de cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Les signes ne sont pas encourageants. En 2022, le gouvernement Sich a publié sa toute première stratégie nationale pour la prévention de la radicalisation, un document riche en platitudes et pauvre en mesures concrètes. Il appelle à une plus grande cohésion sociale et à une meilleure intégration, mais ne dit presque rien sur les forces géopolitiques en jeu. C'est comme publier une stratégie pour prévenir les incendies de forêt tout en ignorant les pyromanes dans les bois. Ce dont l'Espagne a besoin, c'est d'une nouvelle approche, qui traite sa population musulmane non pas comme un problème à gérer mais comme un atout stratégique ou une vulnérabilité stratégique, selon la manière dont elle est gérée. Cela signifie s'engager auprès des communautés musulmanes selon leurs propres conditions, et pas seulement en tant qu'électeurs à courtiser ou menaces à contenir. Cela signifie reconnaître que l'avenir de l'Espagne est inextricablement lié au monde méditerranéen au sens large et que la sécurité du pays dépend de sa capacité à naviguer dans le réseau complexe d'alliances et de rivalités qui définissent la région. Et cela signifie avoir le courage d'affronter le fait que la population musulmane d'Espagne ne se contente pas de modifier la démographie du pays. Cela change sa position géopolitique, et si Madrid ne s'adapte pas, quelqu'un d'autre le fera.